So the floor is open to. Vous avez la parole dans la salle. Si vous avez des questions, allez-y. On a moins d'une demi-heure. Et vous avez la parole pour poser des questions. Bien, nous écouterons d'abord et en priorité ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Première question, deuxième. Je vous en prie, monsieur. Oui, merci pour la parole. Mon nom, c'est M. Beloko. Je représente l'ONG CCAEB, Conseil des communautés africaines en Europe et en Belgique. Ce n'est pas une question comme telle, mais je me pose moi-même cette question en disant, en 2014, j'ai participé à plusieurs conférences sur les objectifs. Et en 2014, il y a eu 2015, parce qu'il y a eu déjà 15 ans, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat par rapport à ce qui était passé avant? Les données de 2000 à 2015, est-ce que ça ne pouvait pas nous permettre, parce qu'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'on reprend au niveau des méthodes, on identifie encore les problèmes, comme si c'est du nouveau pour les objectifs du millénaire. Alors, j'aurais bien voulu la question du briefing où en est la mise en œuvre des ODD. J'aurais bien voulu entendre, comme certains l'ont dit, qu'il y a tel niveau où nous nous situons et parce que nous sommes à tel niveau, à 2030, nous allons l'atteindre. Et je reprends pour moi parce que quand je sors, j'ai des ONG qui vont me demander qu'est-ce que vous aviez dit. Je retiens en tout cas ce que madame a écrit ici. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre l'ODD2. Si vous avez le contraire, vous pouvez me le prouver. Parce que je dis, dans la page 6, elle écrit exercice d'évaluation, il y a 265 milliards à récolter pour qu'on puisse atteindre cela. Est-ce que dans vos propositions, on aura cet argent? Comment on va répartir pour que cet argent soit sur la table? Ou comment les pays qui ont décidé depuis plusieurs années, avec autant de déclarations de Paris, d'ailleurs, et on n'arrive toujours pas? Est-ce que 2030, c'est une utopie ou c'est une réalité? Voilà ma préoccupation. Très bonne question, monsieur. Et donc, j'invite les panélistes à préparer leurs réponses. Je passe la parole à notre ami de... Thank you, Michel. I'm Max Baumann. Merci, Michel. Je m'occupe de coopération, développement. Question à Daniel. Les deux panels ont dit qu'il fallait penser à des systèmes alimentaires et qu'il faut trouver les moyens de respecter les limites de la planète, de ses ressources. Et puis, on a aussi quelques éléments un peu plus scientifiques qui vont nous aider. Mais il nous faut plus de partenariats, voire des partenariats qui apportent un élément perturbateur, un grand changement. Et là, je pense au secteur agroalimentaire. Vous avez parlé de partenariat et de nutrition. Par exemple, produire des aliments sains. Du côté de la demande, du côté des détaillants, de l'agro-industrie, du côté des consommateurs, quel est l'intérêt, selon vous? Quelle est l'envie du secteur côté demande pour ajuster leur modèle et respecter les limites de la planète et unir les efforts afin de respecter les besoins des consommateurs urbains qui respectent mieux les limites de notre planète? Merci, Max. Daniel vous répondra, mais on prend la troisième question. Je vous en prie. Merci, monsieur le modérateur. Je suis monsieur Barouti, un académique,
Je suis de l'Afrique centrale, mais ma région de recherche, c'est l'Afrique de l'Ouest, pour des raisons évidentes. Donc, je préfère ne pas utiliser ma région d'origine. Je m'adresse au directeur Modibo Traoré pour la question de la pauvreté du Mali. Et je sais aussi que le Mali, pour le moment, est un pays producteur d'un riz de très bonne qualité en Afrique de l'Ouest, qui peut aussi servir d'une activité pour donner de l'emploi aux jeunes, puisqu'il y a un grand nombre de consommateurs en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, pour le riz, et tous ces pays musulmans qui ont le riz comme nourriture de base. Mais le riz du Mali, selon mes recherches, reste plus cher que le riz importé de l'Asie du Sud-Ouest. Alors, ma question à M. directeur Modibo, étant du ministère des Affaires étrangères, sentez-vous ou avez-vous déjà senti un certain effort au niveau du gouvernement ou au niveau de la région pour promouvoir la production régionale et diminuer les coûts de production de riz pour les producteurs locaux, pour aussi attirer les jeunes à s'investir dans cette activité qui peut réduire aussi la pauvreté? Merci. Merci à vous. Et donc, Modibo va effectivement répondre à votre question. Commençons par la première. Et je vois que Karine a envie d'y répondre. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien. Merci, monsieur, pour votre question concernant si on est sur la bonne voie et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment atteindre à ces objectifs de développement durable. Je voulais tout d'abord juste souligner le fait que même si on n'a pas complètement réussi à atteindre des objectifs du millénaire de développement, des OMD, nous avons quand même vu beaucoup de progrès dans la réduction de la faim, même si ces réductions ne sont pas pareilles par continent et notamment en Afrique, on n'a pas vu des réductions aussi importantes qu'on a vues par exemple en Asie ou en Amérique latine. Mais je pense que c'est important effectivement de reconnaître le progrès qui a été fait les dernières décennies et pendant la période des OMD. Mais en effet, nous ne sommes pas dans la bonne voie. Et les 2 dernières années, par exemple, on a vu une augmentation du nombre de gens qui souffraient de la faim et pas une réduction. Donc, nous ne partons pas dans la bonne direction. Et il faut qu'on augmente nos efforts et notre projet focalise sur les engagements de l'État et des donateurs, donc les investissements publics nécessaires à atteindre ces objectifs. Et effectivement, il faut une augmentation. Donc nous sommes très pour que des donateurs et les États augmentent leurs investissements publics. Et je pense que c'est très intéressant le cas du Mali, où on a vu que 15% de leur budget national est ciblé vers le secteur agricole. Donc je pense qu'il y a pas mal de pays qui font des très bons efforts avec des résultats très impressionnants. Le Mali, si vous regardez les indicateurs économiques, malgré les problèmes actuellement dans le pays, ils ont réussi à avoir une croissance économique avec des effets sociaux très importants ces dernières années. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y avait un focus sur les investissements publics vers l'agriculture. Mais je termine là, mais juste pour dire que je suis d'accord que nous ne sommes pas dans la bonne voie et qu'il y a d'autres efforts qui sont nécessaires pour réussir à atteindre le ODD 2 à 2030. Merci Karine, c'était très clair. Et donc, Daniel, you have the floor to answer to the second question. Daniel. A lot of the entrepreneurs we work with, of course, have to ensure that what they are producing then. Les entrepreneurs
doivent s'assurer d'avoir un marché. Et pour la nutrition, je dirais qu'il y a une grande amélioration. Donc, beaucoup plus d'entrepreneurs souhaitent produire des aliments plus sains, des produits qui permettent de contribuer à une bonne nutrition. Quelles sont les difficultés? Elles sont de deux natures. En raison de la production, on a l'impression que les produits qui sont meilleurs pour la nutrition, c'est un produit haut de gamme ou plus haut de gamme. Si c'est bio ou autre chose, là, on se dit qu'il faut que ce soit plus cher. Et donc, c'est moins accessible pour tout le monde, y compris pour les personnes qui veulent avoir une meilleure vie, une vie plus saine. Donc, on fait deux sortes de choses. Il y a des entreprises en création, des jeunes entreprises qui veulent faire du millet qui serait plus nutritif. Donc, les agriculteurs vont le consommer eux-mêmes et puis trouver un marché pour ce millet. Nous espérons que s'ils le produisent, ils le consomment plus et qu'il sera produit à une plus grande échelle qui permettra de garder des prix raisonnables et accessibles. Donc, il y a des améliorations, oui, mais des difficultés demeurent, notamment pour ce qui concerne les questions de coûts. Les entreprises avec lesquelles on travaille sont tout à fait conscientes du fait qu'il y a une demande, que l'on veut des produits qui sont nutritifs. Mais il faut s'assurer que les produits restent abordables une fois qu'ils arrivent sur le marché. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que, avant d'aborder la troisième question, je voudrais dire un mot sur la question de M. Bellocco. Je pense que la question des OMD et le transfert vers les ODD, il y a une dimension qui doit être prise en compte. Les OMD n'incluaient pas nécessairement tous les aspects qui sont abordés dans les ODD. Les OMD, c'était les aspects sociaux, les questions de mortalité, les questions d'éducation, les questions de santé, etc., etc. Mais avec les ODD, on a introduit maintenant les questions de production, les questions de gouvernance, les questions de financement. Je crois que ça, c'est une dimension qui doit être rappelée. Parce que l'intérêt de ce débat-là, on a commencé il y a juste 2-3 ans. Il y a des approches qui ont été prises, mais est-ce que ces approches sont les bonnes qui peuvent nous conduire jusqu'aux résultats qui ont été projetés? Je pense qu'il y a deux façons de voir ça. Ou bien on a été trop optimiste au départ, ou bien on a sous-estimé disons, les difficultés qu'il y a. Je prends l'exemple de l'ODD numéro 2, les questions de coordination. Les gens parlent beaucoup de coordination intersectorielle. Comment on peut coordonner les secteurs de la production agricole avec les secteurs de la santé, les secteurs de la protection sociale. Mais il y a une autre dimension de coordination qui est à l'intérieur des sous-secteurs qui composent l'agriculture. La question de l'élevage, la question de la pêche, la question de la sylviculture. Je pense que là aussi, c'est des dimensions qu'il ne faut pas sous-estimer. Depuis qu'on était à l'école, je pense, il y a quelques années de cela déjà, on parlait de cette question de l'intégration. Parce que si vous voulez amoindrir l'impact environnemental de l'agriculture, il n'y a que la coordination entre les sous-secteurs qui permet vraiment d'aborder ça. Je tenais à le dire parce que, bon, ce n'est pas nécessairement un recul. Le fait de réfléchir et de dire, attention, on n'est pas sur la bonne voie, ça ne veut pas dire qu'on est programmé pour l'échec. Ça veut dire qu'on a la volonté de regarder à l'intérieur pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. S'agissant de la question de la production risicole au Mali, le riz est une composante importante de l'agriculture malienne. Aujourd'hui, j'ai dit dans l'introduction que seulement 40% de superficie totale cultivée reçoivent une fertilisation. Mais la fertilisation qui est reçue pour
ces 40%, elle se répartit entre le riz et le coton. Les céréales sèches, notamment, ne bénéficient pas de ça. Les autres cultures ne bénéficient pas de ça. Donc, il y a un réel effort pour booster la production nationale. Mais il y a aussi des contraintes, parce que ces contraintes viennent du fait que le système d'irrigation que nous utilisons coûte très cher au niveau de l'aménagement. Aujourd'hui, les Maliens aiment souvent rappeler le potentiel irrigable de leur pays, mais il y a des questions qui n'ont pas été résolues. La question du coût des aménagements, la question aussi de l'eau, l'utilisation rationnelle de l'eau. Je crois que ça aussi, c'est des questions qui doivent être prises en compte. Cela dit, il y a des réflexions parce que la vérité est que le riz importé vient concurrencer les producteurs locaux sur leur propre marché. Et je pense que les questions politiques empêchent aujourd'hui de prendre des mesures qui puissent favoriser, qui puissent renverser cette situation. Parce que la production locale ne suffit pas à couvrir l'ensemble des besoins. Les besoins sont couverts peut-être en grande partie, disons, les besoins des villes, les besoins des centres urbains sont couverts par les importations. C'est les centres urbains qui ont les radios, qui ont les journaux, qui ont les gilets jaunes aussi, je pense. Donc, ça fait que ça pose beaucoup de problèmes. Mais je pense que le gouvernement est conscient de ça. Je le dis non pas de par ma position actuelle, je le dis parce que j'étais aussi un acteur au niveau du secteur agricole pendant plusieurs années. Et je crois que la question est réellement posée aujourd'hui en des termes qui font que il y aura un renversement de situation pour que le marché puisse connaître un plus grand approvisionnement à partir des productions paysannes locales. Mais ça demande vraiment, le paysan malien, je vous ai dit, c'est la petite production familiale, 2 hectares, 4 hectares. Bon, la mécanisation pose problème, les questions de fertilisation, et tout ça est importé parce qu'on ne produit pas pour le moment de fertilisants. Donc ça fait que les coûts reviennent parfois relativement très chers. Et donc la compétition avec les importations est plus difficile. On aura l'occasion peut-être après cette session, si vous le souhaitez, qu'on puisse approfondir cette question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, de partager cette réalité du terrain et qui effectivement nous permet de nous rendre compte de la difficulté du défi, mais aussi de la volonté d'y aboutir.